merci de devenir aussi nombreux par rapport à la dernière fois, et à l'année dernière en tout cas, je fais plus d'audience, je suis content. Nous allons parler ici des objets connectés avec KD. Je vais tenter de vous démontrer que c'est facile et tenter de vous démontrer que vous allez pouvoir le faire vous-même, puisque c'est l'objet de la session, c'est que vous fassiez par vous-même. Donc je suis Jean-Michel Crine, je suis consultant sur KD, sur SAP et un petit peu sur les objets connectés. Et vous pouvez me communiquer avec moi sur l'adresse jean-michel.crine@kd4sap.com. Donc l'idée effectivement de cette session, c'est de vous fournir tous les éléments, même s'ils vont être simples. Il n'est pas question de faire de vous des électroniciens, il est question de faire de vous uniquement des développeurs qui vont être capables de faire des systèmes qui vont se connecter avec votre base de données préférée KD. Bien évidemment de vous fournir tous les éléments qui vont être nécessaires pour ce faire. Donc de quoi s'agit-il ? Donc les objets connectés. Bien évidemment aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut plus imaginer donc de travailler à l'aveugle, et on a besoin absolument maintenant d'avoir des relais et d'avoir en fait l'intégration de ces relais dans le processus de gestion d'entreprise, notamment pour la production, puisqu'il va être nécessaire de savoir si on produit, ça c'est bien sûr une des qualités premières, mais encore faut-il produire bien. Et donc être capable en fait d'interrompre les processus de production si jamais un système connecté détecte qu'il y a un problème vibratoire ou un problème de température, un problème de choc ou tout problème de problème d'humidité, par exemple dans certaines industries, ou tout problème en tout cas qui va être capable de bloquer le processus à un instant de manière à dire stop, là on va commencer à faire de la poubelle. Donc, ceci pour vous permettre en fait de justifier d'un point de vue ROI l'utilisation de ces objets connectés. Puisqu'effectivement, quand on met 4 000 ou 5 000 ou 10 000 euros à la poubelle, parce qu'on n'a pas bloqué un processus, ça vaut peut-être le coup de le bloquer avant. Alors ces objets connectés, ils se connectent comment ? Ils se connectent en fait avec différents types de réseaux. Les réseaux que vous connaissez bien, donc Bluetooth et Wi-Fi, ça, il n'y a aucun souci pour vous. Vous connaissez tous ces réseaux. La difficulté, en fait, c'est qu'ils sont à faible distance. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'allez pas, à travers ces réseaux, communiquer à l'autre bout du monde. Donc c'est pour du local, ou alors après, il faut utiliser des relais classiques, via Internet. Cependant, il existe maintenant des réseaux, enfin, il existe notamment le réseau Sigforce, qui lui existe depuis un certain nombre d'années, qui exploite en fait les réseaux anciennement publics de communication, et un petit nouveau qui fait son apparition, LoRa, qui démarre en France, donc sous l'impulsion de Orange notamment, et qui ont pour but de pouvoir faire des plateformes de communication internationales. Et donc de ne plus passer par Internet, de ne plus passer par un réseau Wi-Fi ou Bluetooth, mais d'avoir une connexion mondiale uniquement à travers un réseau spécialisé, LoRa, ou spécialisé Sigfox. D'accord ? Donc là, ces réseaux-là, alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces réseaux sont conçus pour envoyer très fréquemment, mais des petits paquets d'informations. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas prévu pour envoyer des kilo-octets ou pire, des mégaoctets. D'accord ? Donc là, on est dans de l'envoi de messages très courts, encore aujourd'hui. D'accord ? Mais compte tenu de ce que l'on va faire envoyer à ce genre d'appareil, ça nous suffit. D'accord ? Donc, comme on le disait tout à l'heure, pourquoi faire ? Au niveau de l'industrie, pour faire du contrôle d'entrée-sortie, pour faire du contrôle de vibration, de température, pour faire du suivi de matières dangereuses ou de drogue ou de choses comme ça, ou de pièces qui ont de la valeur, d'accord, pour éviter les vols ou que sais-je.
ou pour faire des allumages et extinctions de machines, enfin pour faire tout ce que vous pouvez faire manuellement ou fait par un opérateur, mais sauf que là, il va être contrôlé à distance, soit par un opérateur derrière un écran, ou soit automatiquement en fonction d'une étape dans le processus de production. D'accord ? Puisqu'en fait, l'intérêt de connecter ces petits systèmes avec 4D, ça va être ça. Ça va être en fait être capable, avec 4D dans un process normal, de pouvoir faire une interruption et de dire, hop, là, on n'a pas une bonne information dans notre capteur, et donc on bloque l'opération, ou au contraire, on a une bonne information et on continue le process. Tout l'intérêt de travailler avec 4D. Donc, pour que vous puissiez démarrer, bien évidemment, je vais vous permettre de démarrer avec ce petit microcontrôleur, donc qui est fait par un Chinois, Vemos, d'accord, donc qui vaut 2 €. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas faire l'investissement de 2 €, c'est que ça ne va pas bien. Donc ça veut dire que très très vite, chez vous, vous pouvez faire exactement la même démo. Puis si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez. Puis on le fera ensemble. Mais vous allez y arriver. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner tous les éléments qui conviennent pour que vous puissiez le faire. Donc au niveau donc de ce petit hardware, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une communauté, de la même manière qu'il y a une communauté autour de 4D, il y a toute une communauté qui se bâtit autour des objets connectés, puisque, pourquoi je vous oriente sur ces produits ? Parce qu'ils sont free. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez les exploiter sans devoir de l'argent à personne. Vous pouvez revendre le système sans devoir de l'argent à personne. C'est-à-dire que la licence est libre. D'accord ? Donc, c'est en particulier la société Arduino, une société italienne qui est très... je dirais, active sur ce sujet. Et vous allez trouver en fait différents systèmes avec différents processeurs et avec ces processeurs avec différentes capacités. Donc là, bien évidemment, il y a des choix à faire en fonction de vos besoins, de trouver le processeur ou de vous trouver la carte qui correspond le mieux à vos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée de l'avancement des sujets, c'est qu'aujourd'hui, il y a Intel qui produit conjointement avec Arduino une carte. Et donc, cette carte contient en fait le dernier processeur Curie de Intel qui a pour vocation d'être totalement autonome. Et vous avez donc sur 1 cm² un micro-ordinateur complètement autonome, qui sera alimenté dans le futur complètement autonome, c'est-à-dire avec dans le processeur du Wi-Fi intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autres composants, le processeur est suffisant en lui-même. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque vous allez pouvoir, donc, dans une taille plus petite que ça, d'avoir un système complètement autonome, et qui plus est alimenté en 3,3 volts. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous parle de ça ? Parce que plus le besoin en alimentation est faible, moins on consomme et moins on chauffe à l'intérieur du composant. Donc moins il y a de pertes. D'accord ? Donc il est très important que ces processeurs soient alimentés avec des basses tensions, voire des très basses tensions. Et plus ils peuvent baisser en tension, plus on baisse en consommation. D'accord ? Et ça, c'est important pour la longévité du système dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique de ces systèmes, quand on veut qu'ils soient vraiment autonomes, c'est qu'effectivement, ils puissent être réellement autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent être, comme on peut le voir ici, être alimentés avec un panneau solaire et suffire à eux-mêmes pour pouvoir en fait être opérationnels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc je vous invite à aller voir le site Arduino. Donc au niveau du langage, donc ces petits microcontrôleurs sont programmés en langage Python. Donc, mais on peut aussi développer en C++ ou en C d'ailleurs. Donc, mais ce qui est intéressant dans ce que propose Arduino, c'est qu'ils ont fourni un IDE qui va vous permettre en fait d'avoir d'une part pour chaque carte des exemples. Donc vous n'êtes pas seul, ça c'est important, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, vous n'êtes pas né avec,
D'accord. Ça fonctionne sur Mac, PC, Linux. Et donc, utilisation libre. La connexion, c'est juste un câble USB. C'est tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, 30 secondes d'attention sur le montage qui nous intéresse, donc le VMOS. Donc, en fait, donc on a le petit microcontrôleur. Ce qui est intéressant, c'est que ce microcontrôleur, donc comme je vous le disais, c'est microcontrôleur, ça veut dire en fait c'est un microprocesseur plus une gestion des entrées-sorties, d'accord. Donc ici, sur ce modèle-là, on a une gestion, on a des entrées numériques, donc on a 6 ports numériques et un port analogique, qui permet en fait de pouvoir contrôler des entrées-sorties et aussi d'avoir des indications sur des entrées binaires. On a donc un petit bouton reset, une alimentation en 5 volts ou en 3 volts. D'accord. Et puis là, je vous ai mis pour l'exemple le schéma du microcontrôleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce 3266, c'est du 32 bits. Ici, il est dans une présentation entre guillemets simple, mais sous une autre forme, il peut avoir une présentation plus complexe. C'est le même processeur, sauf qu'en fait, sur la carte, vous allez avoir plus d'entrées-sorties numériques et analogiques. D'accord. Oui, j'oubliais de dire qu'ici, vous avez... non, c'est de l'autre côté. Tout en haut, vous avez sur les broches RX, TX, vous avez aussi la possibilité d'envoyer directement de l'interface série. D'accord. Donc ça veut dire que vous pouvez brancher un clavier, vous pouvez communiquer classiquement comme sur une interface série, quoi. Donc ça veut dire que le petit système, l'air de rien, vous pouvez lui brancher, vous pouvez mettre dessus un petit connecteur, enfin un petit afficheur, vous pouvez brancher un clavier, vous pouvez brancher un certain nombre de choses, et le système, ou un clavier, alors c'est pas forcément un clavier QWERTY, ça n'aurait pas trop de sens, mais au moins un clavier avec des touches, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou avec des fonctions bien particulières, et le système va être capable va être capable en fait d'interpréter en fait le signal. Donc, pour la petite démo là, donc je vous ai prévu un schéma assez simple pour vous montrer que c'est simple. Donc, on va prendre ce petit capteur. Voilà. On va donc lui mettre une batterie, ça il va en avoir besoin. On va mettre une résistance. Alors vous savez que les résistances, on peut mettre n'importe quelle tension sur une résistance, une LED. Pardon, excusez-moi. Donc on va mettre une LED. Et donc cette LED, en fait, je répète, comme vous le savez, une LED, en fait, on peut lui mettre n'importe quelle tension, à condition, en fait, de pouvoir de la limiter. Donc pour la limiter, il y a un petit calcul qui est très simple, hein. Donc on prend en fait la tension admissible sur la LED. D'accord, enfin la tension de base, donc ici 5 volts, moins 2,2 volts, c'est la tension que la LED accepte, d'accord, divisé par 0,02, et on obtient donc une valeur de résistance qui est de 105 ohms. Donc, petit calcul simple, U égale RI, que vous avez tous fait, ça doit être, je sais pas, Terminal, c'est niveau, je pense que c'est terminal, U égale RI. Ça doit être ça, terminal. Donc normalement vous êtes bien au-delà. Si vous réfléchissez un petit peu, dans les formules qu'on vous demande d'appliquer tous les jours, vous savez faire largement ça. Donc après, il y a un petit code couleur sur les résistances. C'est très simple encore. Avec, je dirais, quelques heures, vous allez être très très vite familier avec ces petits calculs. Et alors bien évidemment, je ne vous ai pas dit que je vais faire de vous des électroniciens. Mais que pour faire ce genre de choses, vous n'avez pas besoin d'être électronicien. Avec un peu de jugeote
et en utilisant votre background de scientifique, vous allez y arriver très vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher notre petite carte, on va brancher notre résistance, notre LED et notre batterie. Et voilà. Donc, côté programmation, côté ESP, donc là, je vais vous montrer après, on va faire de la démo, je vais vous montrer comment ça marche réellement, parce que là, c'est de la présentation, quoi. Donc, on lance l'IDE, on sélectionne sa carte, on écrit son petit code, ou, quand on est feignant, et comme on le dit souvent, être feignant, c'est un art. C'est-à-dire, feignant, ça ne veut pas dire ne pas avoir envie de le faire, ça veut dire voilà, chercher l'information pour éviter de réfléchir trop. Mais par contre, aller au but. Donc, écrire le code, compiler, téléverser, et c'est terminé. Côté IDE, côté microcontrôleur, c'est relativement simple. Bon, après, là, il y a toute une partie de code que vous ne pourrez pas inventer. C'est pas possible. C'est le constructeur qui a créé des primitives et des bibliothèques qui vont permettre en fait d'interfacer correctement son système à l'IDE. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est pas possible. D'accord ? Donc vous êtes obligé de toute façon de regarder comment le constructeur a fabriqué son système, comment et que dans la bibliothèque, quels sont les mots-clés qu'il a repérés et qu'il a implémentés. Donc là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à inventer, sauf à utiliser ce qui existe. Après, l'intelligence, en fait, elle va être dans l'utilisation que vous voulez faire de votre système et les calculs intermédiaires, s'il y en a, qui sont à faire. Côté 4D. Côté 4D, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on m'a dit oui, mais on ne veut pas utiliser de routine externe, il faut que ce soit 4D 100% sans utilisation de quoi que ce soit d'autre. En fait, 4D, lui, comme il sait tout faire, c'est relativement simple. On a juste, au niveau de 4D, ce genre de code à mettre en place, un HTTP GET, tout simplement. Donc ça veut dire que pour 4D, ça se résume à une fonction. D'accord ? Démonstration. Alors. Donc, je connecte ma petite plaque à trous là. Donc c'est la même chose que l'autre, sauf que là j'ai mis sur une petite plaque. Sinon, pour le micro, il faut le mettre dans le verre, comme ça il est à hauteur. Dans le verre ? Dans le verre qui est vide. Mais non. Ça, vous pouvez parler dans le micro. Ah, bien joué. Allô ? 1, 2. Alors, donc il y a quoi dans ma boîte à malice ? Là, vous pourrez venir voir tout à l'heure. Donc il y a quoi ? Il y a une batterie, d'accord ? Un régulateur pour que le panneau solaire alimente la batterie quand il y a du soleil, et une LED, une résistance pour que la LED puisse s'adapter à la tension de 5 volts. Et j'ai aussi un petit pont diviseur, enfin pas un pont diviseur, un pont, pour me permettre de calculer la tension de la batterie, d'accord ? Pour remonter cette information à mon système 4D. Parce qu'effectivement, si mon système autonome, j'ai plus de batterie, il faut que 4D soit prévenu de manière à m'envoyer une alerte. Donc, je vais relier ça. Alors, sur Macintosh, il y a des petites blagues. Sur PC, ça marche immédiatement, mais sur Macintosh, il y a des petites blagues. Et il y a un add-on à mettre en place pour gérer le port série via le port USB. Donc, je ne sais pas si vous m'avez... Ne pas me mettre en face. Voilà.
Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent Macintosh, mais bon, il y a des petites astuces à savoir pour gérer le port série. Donc, je vais lancer l'IDE. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'on appelle des sketchs. Ce qu'il faut savoir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que lorsque vous téléchargez l'IDE sur le site Arduino, vous allez avoir en fait un IDE qui est prévu pour des cartes Arduino d'un certain nombre de cartes, et viennent s'ajouter en fait des cartes qui sont faites par les Chinois ou qui sont faites par Pierre-Paul Jacques. D'accord ? Donc en général, ces cartes font référence, comme je vous le disais tout à l'heure, à des bibliothèques. Et ces bibliothèques, bien évidemment, elles ne sont pas prévues dans l'IDE standard d'Arduino. Donc la première des choses à faire, c'est au niveau des préférences, d'aller sur le site Arduino et de mettre en fait des extensions pour la carte que vous utilisez. D'accord ? Donc ça dépend de la carte. Et donc, pour chaque extension, il faut regarder la documentation du constructeur qui va vous dire à quel endroit il faut aller chercher un certain nombre d'informations pour le rafraîchissement des cartes et pour la mise à jour des cartes. Ceci étant fait, vous allez avoir au niveau des outils donc un type de carte. Donc comme vous le voyez, ici j'en ai un certain nombre. Et donc bien évidemment, le compilateur doit compiler en fonction de la carte et en fonction des différentes bibliothèques que la carte utilise. D'accord ? Donc là, ici, on utilise un VMOS D1 millilitre. D'accord ? Et donc automatiquement, quand on va choisir une carte, l'IDE va adapter en fonction de la carte sur laquelle que j'ai sélectionnée, il va adapter en fait un certain nombre d'informations. D'accord ? Vous voyez qu'ici, je n'ai pas les mêmes informations que tout à l'heure. Donc, ce qui est important pour nous, et les erreurs à ne pas faire, et souvent pourquoi ça ne fonctionne pas, parce qu'effectivement, quand on choisit sa carte, il faut aussi faire attention à au moins deux choses. La vitesse de transmission des informations du port USB sur la carte. D'accord ? Pour VMOS, leur vitesse de transmission, c'est 115 200 bauds. D'accord ? Et surtout, de choisir le port sur lequel vous allez travailler. Au niveau du code, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez en standard, quand vous allez télécharger l'IDE, vous avez des bibliothèques exemples qui sont automatiquement copiées sur votre disque. Je ne vais pas y arriver. Si. Voilà. D'accord ? Vous avez donc des différentes bibliothèques voilà, qui sont en fait fonction des cartes que vous allez utiliser. D'accord ? Et ces bibliothèques, en fait, sont accompagnées d'exemples qui vous permettent de ne pas être seul par rapport aux difficultés, puisque, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas inventer un certain nombre de mots-clés et de fonctions, et vous ne pouvez pas non plus inventer les bibliothèques qui accompagnent en fait le code. D'accord ? Donc effectivement, ici on a un certain nombre de bibliothèques qu'on inclut dans notre sketch, et comme je voulais vous le montrer tout à l'heure, avant que j'oublie, donc vous avez donc des exemples, non seulement pour les cartes qui ont été, mais ou pour toutes les cartes, et aussi des exemples pour
mon Vmos D1 Mini. D'accord ? Donc ici, j'ai déjà toute une galerie d'exemples qui me permettent en fait de savoir de quoi je parle. Puisqu'effectivement, comme je vous le disais, comme on ne peut pas l'inventer, bah, il faut avoir en fait du code starter pour pouvoir, à partir de celui-là, comprendre comment fonctionne la carte et pour pouvoir l'instancier correctement. Donc, dans notre cas de figure, on va donc faire un certain nombre d'includes qui vont nous permettre notamment de travailler en Wi-Fi, bien évidemment, puisque c'est l'objet de la démonstration. Ici, on va dans un deuxième temps, bien évidemment, comme on va être connecté en Wi-Fi, là on va pouvoir se connecter un petit peu brutalement, donc directement, et on compile le code avec le système Wi-Fi sur lequel on est. Mais il est possible en fait de travailler différemment que de travailler avec un SSID plus password. Donc ici, je fais mon petit calcul de mesure de tension. Donc rien de particulier. Bon, là je fixe une tension, la tension maximum du port analogique à 3,3 volts, puisque c'est ce qu'il est capable d'encaisser. Ici, je fais le petit calcul. En tout cas, je préfère le petit coefficient qui va permettre de calculer après le pont. Et ici, une chose importante, c'est que je vais dire, ben voilà, sur quel port, en fait, je vais travailler et pouvoir alimenter ma petite LED. Après, j'ai une boucle de setup, donc là, qui va permettre de démarrer et d'initialiser le système. Donc, avec, vous le verrez tout à l'heure, lorsque je vais le lancer, un certain nombre d'informations qui vont être inscrites dans le moniteur série et qui vont me permettre notamment de récupérer l'adresse IP. Parce que l'adresse IP, elle est distribuée, dans ce cas-là, ici, elle est distribuée dynamiquement, et donc bien évidemment, on ne peut pas l'inventer. Alors après, effectivement, dans une construction industrielle, on va pouvoir mettre des adresses IP fixes, etc. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et après, des indications pour lancer le serveur. Donc, pour lancer le serveur, pour lancer des commandes. Donc ici, on va voir l'information de tension. Donc, quelle est la tension aux bornes, avec le petit calcul de tension. Là, on va allumer la LED, et là, on va l'éteindre. Et ici, donc, globalement, qu'est-ce que je fais ? Je mets j'alimente la pin 13 de mon microcontrôleur uniquement. Je lui dis height, donc tu l'allumes, d'accord ? Ou low, tu l'éteins. Et c'est tout ce que j'ai comme mot-clé. Et après, donc, j'envoie un message, tout simplement, et puis je mets des serial print pour faire... Alors, j'envoie un message à mon client et j'envoie un message à ma console, d'accord, à mon terminal. Et puis c'est tout. Donc, ce machin, on va le compiler. Bon, c'est bien, c'est souvent là qu'il y a des erreurs. Bon, là, il ne devrait pas y en avoir trop. Donc une fois qu'il a été compilé, il est bien lent. Je vois déjà ceux du fond qui commencent à sourire. Voilà. Donc là, il a terminé sa compilation. Donc a priori, tout s'est bien passé. Et donc on va maintenant téléverser. Donc là, le système va envoyer directement au microcontrôleur donc le code compilé. Vous voyez, il n'y a pas de manipulation complexe, etc. Vous avez vu, c'est connecté, j'ai branché et ça téléverse. D'accord ? Point barre. Donc il n'y a pas de difficulté à ce que vous essayez vous-même.
C'est ça qui est important, c'est d'essayer par vous-même. Pardon ? Ça évolue le pourcentage ? Oui, ah oui, ça évolue, tu vois, 29, 58. 29, 58, et bientôt on va arriver à 100, j'imagine. 87. Bon, après, il faut vous le dire que vous ne faites pas ça tous les jours. Hein. Une fois qu'il est paramétré, il est paramétré. Voilà. Et là, donc, on va regarder au niveau du terminal ce qu'il nous dit. Donc, il se connecte. Et nous dit qu'on est sur 172, 16, 4, 138. Si quelqu'un a un iPhone ou quelque chose comme ça, il se connecte sur 172, 16, 4, 138, /on, et il allume la LED qui est là. Quelqu'un essaye ? 172, 16, 4, 138. /on. Et maintenant, vous pouvez faire off. Et maintenant, vous pouvez faire /tension. Alors, /tension, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi ? Parce que là, pour l'instant, j'ai encore un fil à la patte. J'ai encore un fil à la patte et je n'ai pas branché mon système, et mon système n'est pas autonome. Personne ne l'a remarqué. J'aurais pu vous loser. Heureusement que je m'en aperçois. Et donc, pour que le système soit autonome, il faut qu'il soit débranché. Donc on va arrêter la com. Et je vais brancher ça sur mon petit... Et là maintenant, voilà. Rien dans les mains, rien dans les poches. Maintenant, ça y est. Donc maintenant, le système est vraiment autonome. Il s'allume et il s'éteint. Bon, bien sûr, c'est une LED. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est bien le gadget, mais ça fait quoi ? Derrière, vous pouvez allumer une caméra. Vous pouvez allumer n'importe quel système à travers des relais. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez allumer des systèmes qui sont sur de la forte puissance, sur du 220 volts, du 380, que sais-je, peu importe. D'accord ? Vous pouvez allumer n'importe quoi. Éteindre n'importe quoi ou déclencher des opérations ou récupérer des informations comme on va le voir. Alors, donc là on a fait la première partie du job. Et donc on va lancer 4D pour faire la deuxième partie du job. On va voir un peu comment, côté 4D, on récupère tout ce bazar. Alors j'ai fait un truc très très simple, pardon. Donc un petit bouton de demande d'adresse IP. L'objet c'était pas de faire compliqué, c'était de faire pour que chacun d'entre vous puisse refaire les choses chez vous. D'accord ? Pardon ? Chez nous, au travail. Oui, au travail. Enfin moi chez moi et au travail c'est pareil. Donc je mélange tout. Moi. Alors, donc on demande l'adresse IP, et puis on lance un petit process pour le voltage, pour aller chercher le voltage régulièrement, de manière en fait à vérifier qu'effectivement la batterie est toujours opérante, d'accord ? Donc ça c'est relativement simple, et puis ça permet en fait effectivement d'avoir un mode dialogue et de pouvoir mettre des alertes le cas échéant. Donc il faut faire attention à quoi ? Il faut faire attention à bien récupérer le HTTP GET dans un blob, parce que si vous ne le récupérez pas dans un blob, vous allez récupérer des caractères hors code page, et donc des caractères qui vont être en dehors du code, enfin de la... Pardon ? Ouais, exact. Enfin, vous allez récupérer des cochonneries. D'accord ? Donc après, vous faites juste un blob vers texte. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je suis désolé, je vais vous être déçu.
Pour allumer la LED, bah écoutez, c'est pareil. Aïe. Pour allumer la LED, c'est pareil. Vous allez être encore plus déçus. Je suis désolé encore. Il n'y a rien à faire non plus. Pardon. Et donc, on va tester ce bazar. On va faire notre petit test. On va faire notre demande d'IP. On va lui dire que c'est sur 172. Point. Je l'ai pas gardé. 16. Point 4. Point 138. Ok. Donc il nous indique immédiatement, avec le petit process, que la tension de la batterie est de 4,34 volts. Donc ça c'est bien parce qu'effectivement ça nous permet de contrôler notre consommation et de ne pas aussi partir sur une fausse information. Et maintenant je vais lui dire, comme la LED est allumée, de l'éteindre. Donc là 4D me dit, bah oui, effectivement la LED est éteinte. Et l'allumer, LED on, donc elle est bien allumée. Voilà, donc vous voyez 4D sait le faire. Donc bien évidemment, à travers ce simple exemple, je pense qu'après, il faut avoir de l'imagination pour voir comment exploiter ce genre de système. D'accord ? Je pense que votre imagination fertile de développeur ne va pas manquer et que forcément, vous avez d'ores et déjà des tas de cas où tout ça va pouvoir vous sortir de l'embarras. Je ne suis pas inquiet pour ça. Est-ce que vous avez des questions ? Là, on a vu, pour parler de 4D vers l'appareil, Ouais. de l'appareil vers 4D, De l'appareil vers 4D, Même l'allumer éteint, c'est juste le bouton qui... non, c'est l'appareil qui renvoie éteint. Il renvoie éteint à travers le HTTP GET. C'est donc, dans le blob, en fait, on demande on pose une question et dans le code. Ah, c'est la réponse en fait. C'est exactement. D'accord. C'est la réponse, c'est la vraie réponse. D'accord ? C'est bien dans les deux sens. Ça va bien dans les deux sens. Effectivement, ici, quand on fait le HTTP GET on, voilà ici, d'accord ? On a bien effectivement, donc on allume. Et on renvoie le message à travers ce mot-clé. Et effectivement, c'est ce qu'on récupère dans 4D. Et donc, on a bien le retour du serveur. Et si jamais je coupe, donc je vais avoir 4D qui va se réveiller, qui va dire « Attends, il y a un problème là ». Il va avoir un problème quand ? Quand il va interroger la tension, puisqu'il va interroger la tension, le système est coupé, donc il va me dire, là j'ai pas géré l'erreur, mais après bien évidemment il faut gérer l'erreur dans 4D. J'aimerais bien que ça arrive plus vite, mais on va le forcer sinon. On va faire LED on. Ouais. Ah oui, ça va venir, c'est juste un peu lent parce que comme j'ai pas géré l'erreur, donc automatiquement, il faut le timeout qui va se déclencher incessamment sous peu. Donc effectivement, on est bien bidirectionnel. C'est ça qui est intéressant aussi au niveau de la technologie que je vous montre, c'est qu'effectivement le système, il n'est pas seulement esclave, il renvoie des informations que vous pouvez exploiter. Voilà, il n'est pas gentil, mais il devrait faire. C'est le timeout. Le petit dialogue est inopérant. Hein. Oui. Si je comprends bien, en fait, en réalité, l'appareil connecté n'envoie pas d'infos, il faut l'interroger en permanence, en fait. Alors, dans mon cas, ce que tu dis est vrai. Sauf qu'on peut aussi, parce que là, je l'ai connecté en tant que... Il pourrait émettre, tout à fait. Ça dépend du besoin et ça dépend de ce que l'on veut faire. Ça m'intéresse, parce que pour l'instant, je fais un peu pas de genre de choses. La société, on fait du pliage sur mesure. Oui. On a des machines, on a la messagère. Voilà. Donc,
comme je vous le disais, j'ai fait ça comme un cochon. J'ai pas je gère pas l'erreur, d'accord. Mais bien évidemment, il faut la gérer, d'accord. Là, dans la démo, j'ai pas pris le temps de le faire, d'accord. Donc, mais bien évidemment, donc là, il s'est bien rendu compte qu'il envoyait un message sur quelque chose qui répond pas, et au bout d'un moment, bien évidemment, il crie. Oui, pardon. Moi, je disais donc, l'idée, c'est en route, mais ça fonctionne pas très bien. C'est de pouvoir compter, de connaître les cadences de nos machines. Une presse pieuse, un gars il appuie sur la pédale, il fait un clic, ainsi de suite. Ouais. Et donc l'idée, c'est de connaître le taux d'occupation, les fréquences. C'est ça pour l'instant. On a trouvé un système avec des Raspberry. Ouais. Donc, on fait tourner une base SQL et on a un contacteur à l'effet Hall, qui nous donne des impulsions au stock et on décharge. Mais le problème, c'est qu'on va décharger tout ça. Et donc ça pourrait être intéressant. Si chaque fois que j'ai une impulsion, on m'envoie une information à 4D et je stocke directement. Exactement. Alors, exactement. Justement, alors c'est un cas intéressant puisqu'en fait vous utilisez un Raspberry. Alors, pourquoi on va prendre un Raspberry? Pourquoi on va prendre un Arduino? En général, il faut se méfier du Raspberry parce qu'il est multitâche. Donc ça veut dire que la tâche que vous lui confiez, qui pour vous est la tâche principale, c'est pas forcément son point de vue. Parce que lui, il a peut-être d'autres tâches qui sont prioritaires par rapport à ce que vous voulez lui faire faire. Et donc, au niveau du Raspberry, la gestion des entrées-sorties, c'est pas prioritaire. La priorité, ça va être de répondre à une sollicitation du réseau, etc. En général, quand vous avez des tâches qui sont organisées et répétitives, il vaut mieux prendre ce petit système-là. Puisqu'en fait, vous êtes sûr que le système ne fait que ça. Et donc, effectivement, relié à une base 4D, qui va gérer l'enregistrement, et puis après, vous êtes tranquille, quoi. Et ça vous coûte. Voilà. Est-ce que le petit module, est-ce qu'il peut envoyer des requêtes HTTP directement? Ah bah lui, il l'envoie directement, oui. Donc on peut les recevoir au niveau du serveur REST 4D. Ah oui. Donc on n'a pas besoin de faire une boucle d'interrogation, on peut simplement attendre que le process web reçoive une requête HTTP. Tout à fait. Là, c'était pour vous montrer, pour vous montrer un cas de figure au niveau de la tension, mais bien évidemment, il peut être complètement passif. Et C'est qu'on n'est pas obligé de faire du polling. non. Effectivement, j'aurais très bien pu mettre la boucle au niveau du microcontrôleur, et lui de décider que c'est lui qui faisait la boucle et que c'est lui qui push l'information à 4D. C'est juste une question de point de vue. Donc, effectivement, c'est toujours la question quand on travaille avec un maître et un esclave, c'est savoir quelle est la tâche du maître et quelle est la tâche de l'esclave. Par exemple, pourquoi je fonctionne en général comme ça? Parce que ce système-là n'a pas de timer, de montre intégrée. Donc, quand je veux faire de la chronologie d'événements, c'est 4D qui lui envoie la date de départ, l'heure de départ et l'heure à laquelle on pousse de l'information. Comme ça, je sais quel est le temps de traitement, etc. etc. Et donc, et comme ça, j'ai une base de temps. D'accord? Donc après, tout dépend des cas, quoi. Mais votre remarque est très bonne. Juste pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure, mon petit-fils qui a 10 ans, il programme l'Arduino de son père. Ah oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Si je le fais, de toute façon... On peut le faire, c'est ça. Une question. Là, tu nous as montré toute une liste de cartes avec des modules différents. Oui. J'en déduis qu'elles ont des fonctionnalités différentes, enfin, des possibilités différentes. Oui, tout à fait. Comment on sait quelles sont les fonctionnalités? C'est expliqué. Ah oui, effectivement. Donc, au niveau du site, vous avez un certain nombre d'explications qui vont... Il y a juste 32 sorties par rapport à une de 16 sorties. Je ne veux pas savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont derrière. Oui. Donc, au niveau effectivement du site Arduino, vous allez avoir au niveau du product
vous allez avoir une cartographie. Je vous ai mis cette copie d'écran sur le Slideware. Et vous avez effectivement, en fonction de l'utilisation que vous voulez faire, vous allez donc, ils ont mis un certain nombre de familles, on va dire. Donc Internet des objets, éducation, portable, d'accord. Donc il y a effectivement un certain nombre il y a une gamme de produits qui en fonction de votre utilisation, va être plutôt utilisé ou non, d'accord. Donc effectivement, vous voyez que c'est riche, d'accord. Et effectivement, après, comment choisir entre différents systèmes? Malheureusement, il faut essayer. Bon, après, il faut lire, bien évidemment, comme toujours. Hein, donc, il faut savoir ce que l'on veut faire déjà. Ça, c'est la première chose. Savoir ce que l'on veut faire. Alors, ça y est, je le dis un peu à la plaisanterie parce que souvent, les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, savoir ce qu'on veut faire et l'écrire. Donc, ça, c'est la règle de base dans notre métier. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on l'a écrit et qu'on sait quelle fonction on veut mettre en place, décider qui va faire quoi entre 4D et le système tiers. Et résoudre après les problèmes techniques. Oui. 4D peut éteindre et rallumer le processeur Arduino? Non. Oui. Alors on a la possibilité effectivement de l'éteindre ou d'éteindre l'antenne Wi-Fi. C'est-à-dire en fait on est capable depuis 4D de dire je ne sais pas si je vous l'ai mis ici. Pourquoi éteindre l'antenne Wi-Fi? Parce que la consommation, elle est pratiquement à 80% sur l'antenne Wi-Fi. Parce que l'antenne Wi-Fi, c'est ce qui consomme le plus. D'accord? Donc chaque seconde de gagner sur l'antenne Wi-Fi, c'est toujours ça. Donc en fait, en fonction justement de ce que l'on veut faire et du type de capteur, on peut très bien dire, tu t'éteins toutes les 10 minutes de 10 minutes. D'accord? Et comme ça permet d'augmenter le temps de... Voilà. D'accord. Donc on est capable effectivement d'éteindre le Wi-Fi et d'éteindre carrément la carte. Enfin, pas de l'éteindre, de l'endormir. C'est plus exact. Et derrière, il y a un timer qui va réveiller. Voilà, il y a un timer qui réveille automatiquement la carte. Alors, ça marche pas bien sur toutes les cartes. Il y a des cartes qui se réveillent jamais. J'en ai fait l'expérience, donc je peux vous le dire. Alors, il faut à chaque fois les resetter pour les rallumer. Non. Oui. Est-ce qu'avec l'IDE, ils fournissent un émulateur ou quelque chose pour qu'avant d'acheter les différentes cartes, on puisse essayer de programmer Oui. Non, mais... Oui, tout à fait. Avec l'idée, le problème, si tu veux, c'est que c'est frustrant puisque effectivement. Avant d'acheter le TC code, pour savoir si on est capable de coder. Oui, mais ça, tu seras capable de coder. Ça, je ne fais pas de souci. Donc en fait, effectivement, tu vas choisir, tu vas dire, je vais travailler sur une carte de base Arduino 0. Et donc là, effectivement, tu vas avoir ce type de carte. Tu vas dire, je vais travailler sur le port, voilà. Et donc, bien sûr, là, il ne va pas trouver. Et par contre, si je veux compiler, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas les bonnes bibliothèques, puisque en fait, les bibliothèques correspondent aux bibliothèques VMOS et non pas à cette carte. Et donc, bien évidemment, il va falloir que je télécharge, soit que j'adapte mon programme aux bibliothèques qui sont liées à cette carte, ou que j'utilise la carte pour laquelle le programme était conçu. Mais comme je le disais tout à l'heure, pas de panique, j'ai choisi une Arduino Genuino, donc je vais aller dans mes exemples, et je vais récupérer du code qui est déjà tout fait pour l'Arduino Genuino. Si je le trouve. Bon, je vais prendre celui-là, peu importe, mais c'est juste pour vous montrer.
On va prendre un starter kit. Je le vois pas là tout de suite, là, je vois pas, peu importe. On va prendre donc comme si on voulait faire la même chose que ce que l'on a fait avec le Vmos. Et donc là, effectivement, on va se retrouver avec, d'une part, les bonnes bibliothèques qui vont être téléchargées, et d'autre part, et on voit que c'est très peu différent de ce qu'il y avait sur Vmos. D'autre part, les paramètres de la carte, par exemple ici, tout à l'heure sur Vmos, on était à 115 000 baux, là on est à 9006. Et on va avoir en fait ainsi le code de base pour pouvoir faire les connexions. D'accord ? Donc au niveau du code de base, c'est pas plus difficile, à mon sens, que ce que vous faites sur 4D et ce que vous allez faire sur 4D objet demain. Oui ? Tout à l'heure de la sortie RS232 sur le port USB. Oui, c'est le petit truc, le add-on. C'est quoi le add-on? Il n'y a pas d'add-on. Sur la communication. La communication du USB sur le Mac, elle dit que ça marche Ah oui. tout seul sur Windows. Ah oui. Alors sur Mac, effectivement, Mac, ils sont toujours embêtants. Ils sont toujours embêtants. Enfin, ça, alors c'est pas depuis très longtemps. Hein. C'est depuis. Non, c'est depuis. Comment ça s'appelle leur dernier système là. Ouais, c'est depuis Sierra. Et ça a été. Voilà. Et Ice Sierra, alors là, c'est encore pire. Et donc il faut mettre en place. Puisque moi, ça fonctionnait et j'étais obligé de le faire, et juste pour la démo, en fait. Comment je vais trier ça? Parce que de tête, là, je m'en souviens plus. Pardon. Ça doit être ça. Non, perdu. En gros, c'est installer un driver. Tout à fait, tout à fait. Pardon, tu le vois? Non. Attendez, je vais le retrouver. Pardon? Non, mais je vais le retrouver. Il n'y a pas de raison. Historique. Alors, voilà. Donc, ça doit être ça. Non, c'est pas celui-là. Enfin, je vous le redonnerai, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais... attendez, je ne me souviens plus... voilà, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça le driver. Voilà, c'est le CH340G USB driver qu'il faut installer sur Mac pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est un petit truc effectivement à savoir. Sur Mac, ils sont toujours un peu pénibles à cause de ça. Donc, à cette condition, ça fonctionne. D'autres questions ? Alors, bien évidemment, vous pouvez brancher des capteurs de température, des capteurs de pH, des capteurs
vibratoires, des capteurs de choc. Dans la nouvelle version du processeur Curie de Intel, en interne, il y a un gyroscope qui est intégré, il y a un détecteur de choc et vibratoire intégré. Donc ça veut dire que vous êtes capable de savoir quand est-ce qu'un système se déplace, par exemple, ou quand est-ce qu'un système a un choc. Donc ça veut dire que vous êtes capable de l'intercepter et de le consigner dans 4D. Des capteurs de température, bien évidemment, d'humidité, que sais-je, de lumière, effectivement. Vous êtes capable de savoir si c'est le jour ou la nuit, là où le système esclave est en place, etc. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout type de capteurs sont possibles. Oui. Est-ce que dans le cas d'un flux continu, par exemple une vidéo, on peut réceptionner la vidéo? Alors, on peut, mais là, par contre, il faudra veiller à ce que le problème, ça va plutôt être le transport. Si vous êtes en Wi-Fi, on va dire que oui. Mais là, il n'y a même pas forcément besoin de ce système-là. Le système peut être là juste pour déclencher en fait l'action. Mais si vous êtes sur un autre type de réseau, comme LoRa ou Sigfox, là, je vais vous dire non. Parce que sur LoRa ou Sigfox, vous pouvez passer que de la petite data. Enfin, que de la data d'accord, inférieure à 100 kg, quoi. D'accord. Donc là, forcément, oui, merci. Donc là, forcément, vous êtes limité.